Aujourd'hui avec nous Laura. Bonjour Laura. Bonjour Audrey. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner de ton parcours de vie, aussi courageux que singulier, qui montre l'impact de la thérapie assistée par les psychédéliques dans des situations traumatiques. Vraiment, je te remercie parce que je pense que ton témoignage peut donner beaucoup d'espoir aux personnes endeuillées, mais aussi sur l'évolution des thérapies en santé mentale. Je précise que tu es en Suisse parce qu'en France, on n'a pas encore accès à ces thérapies-là. On a échangé plusieurs fois pour préparer cet épisode et j'ai vraiment été impressionnée par ton parcours de vie, de retour à la vie, je dirais, en quelques années seulement. Avant de parler de ton parcours de grossesse, est-ce que tu pourrais te présenter qui était Laura avant cette grossesse finalement? Alors tout d'abord, merci Audrey de me donner la parole. Merci de me permettre de témoigner et de partager cette expérience de vie. C'est vraiment précieux. Alors pour répondre à ta question, Laura, avant l'événement traumatisant, je suis une femme, une jeune femme qui a un parcours académique. Je me suis formée à Genève. J'ai obtenu un bachelor d'économie d'entreprise à la Haute École de Gestion et un diplôme fédéral d'expert en finance et controlling avec un agrément d'expert réviseur. Donc voilà, j'ai un parcours académique dans le domaine de la finance, de la comptabilité. J'ai travaillé depuis mes 18 ans, en fait, dans des entreprises privées, en finance, en comptabilité, en fiduciaire. En 2015, j'ouvre ma propre société fiduciaire et je débute aussi une activité d'enseignante. Donc, j'ai enseigné et j'enseigne toujours pour des jeunes à Genève qui préparent leur CFC d'employé de commerce et leur maturité professionnelle, mais aussi des adultes qui préparent leur brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Voilà, donc j'ai un parcours à la fois pratique et à la fois dans l'enseignement. Et puis, j'ai aussi passé un diplôme pédagogique d'enseignante en formation professionnelle en 2019. Voilà, donc c'est très cartésien au départ, très terre à terre. Durant toutes ces années aussi, je suis une jeune femme en couple. Donc, j'ai toujours été accompagnée par mon compagnon depuis mes 17 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été à mes côtés. Nous avons presque tout fait ensemble. On s'est connus durant nos études. On a étudié ensemble, on a passé nos examens ensemble, on a travaillé ensemble. Donc la fiduciaire, c'est moi qui l'avais fondée en 2015, mais il m'a rejoint. Donc on était à la fois collègues, amis, meilleurs amis, amants. Voilà, c'était un confident. En fait, il avait presque tous les rôles et puis on avait une relation très très fusionnelle, très alignée, très complice. Voilà, c'était, je sais pas si on peut dire une âme sœur, mais en tout cas quelqu'un avec lequel je vibrais vraiment très très fort. Donc, Laura, avant le drame, c'est vraiment une jeune fille, une femme qui a une vie relativement épanouie, qui roule bien. Par contre, voilà, j'avais aussi dû faire un peu le deuil anticipé d'une éventuelle grossesse parce que j'ai l'endométriose, en tout cas j'avais l'endométriose, qui a été diagnostiquée en début de vingtaine, et puis également un syndrome ovarien polykystique. Donc, à l'époque, voilà, je m'étais dit, j'aurais probablement jamais d'enfant. Mais c'était OK. Et puis, j'étais très concentrée sur plein d'autres choses. Donc, voilà. C'est comme ça qu'était ma vie avant l'année 2020. Hmm. Et donc, tu peux nous parler un petit peu, voilà, de ce parcours de grossesse finalement, comment Voilà, ça s'est passé? absolument. Alors, donc en 2020, en plein démarrage de l'épidémie du coronavirus, j'apprends que je suis enceinte. Donc, voilà, je fais un test de grossesse et c'est vraiment une surprise. C'est juste incroyable. C'est le miracle pour moi. Et pour lui aussi. Donc, c'est un cadeau de la vie. On est tous les deux, on est fous de joie. On se dit, voilà, on va fonder une famille. Ouais, c'est complètement fou, en fait, hein. Donc, c'est une nouvelle qui est à peine croyable. Et puis, en même temps, c'est une période de vie qui est tellement particulière avec le début du confinement, avec un peu l'isolation des ménages, des gens. On peut plus se voir, on peut plus se parler. Enfin, c'est un peu quand même une période très spéciale. Et puis, presque simultanément à l'annonce de ma grossesse, mon compagnon, il tombe dans une grande dépression.
Donc, je l'apprendrai plus tard en fait, mais il s'agit d'un traumatisme transgénérationnel et ma grossesse, ça a été l'élément déclencheur. Donc, là, ça a été extrêmement difficile en l'espace de quelques semaines, mois, parce qu'il fallait que je m'occupe de moi, du bébé qui était en train de grandir dans mon ventre et en même temps, j'étais en train de le voir s'éteindre petit à petit, semaine après semaine. Donc ça a été à la fois magnifique et à la fois très difficile. Je tiens à dire que je garde aussi quand même de magnifiques souvenirs de cette époque et aussi de notre petite vie de famille quand même qu'on a connue, notamment au travers de cours d'autonomie, où on avait appris à être en lien avec le bébé qui est dans le ventre et petite anecdote qui est importante pour moi, mais le premier coup que j'ai ressenti du bébé, c'était lorsqu'il avait mis sa main sur mon ventre, comme on avait appris à le faire et voilà, le bébé s'est manifesté pour la première fois. En tout cas, c'est la première fois que je l'ai senti et c'était vraiment un moment, magnifique. Donc voilà, ce qui était aussi difficile durant le covid, c'est que tous les rendez-vous médicaux, ils étaient limités à, en fait, à moi. Enfin, je on pouvait pas être accompagné. Donc durant toutes les échographies et cetera, j'étais seule. Il avait pas le droit de participer. Par contre, on a pu avoir quand même une sorte de photo comme ça 3D du bébé qu'ils arrivent à faire maintenant, via la technologie et donc on a su, que c'était une petite fille. On a eu même une forme de son visage qu'il a pu voir. Et on lui a choisi chacun un prénom. Donc voilà, c'est des petites choses, mais en fait, ça compte énormément, pour moi aujourd'hui, après plusieurs années et tout ce qui s'est passé. Donc c'est quand même, je tiens à le dire aussi que c'était une personne qui avait envie d'être papa. Il avait envie de voir sa fille grandir et il aimait déjà cet enfant de toutes ses tripes. Donc voilà, mais malheureusement, le poids de ses blessures, de ses tram de ses blessures de la petite enfance, les charges émotionnelles aussi qu'il a héritées, la violence aussi, la maltraitance qu'il a subie et l'emprise un parent malade malheureusement, une fois adulte, bah, ça a été plus fort. Ça a été plus fort. Donc c'est vrai qu'on a demandé de l'aide aussi durant cette période. On a pu consulter, une psychiatre, au HUG parce qu'à l'époque, l'idée, m'avait traversée d'interrompre ma grossesse. Moi, j'avais l'impression à cette époque que tout ça était lié à l'arrivée du bébé dans notre vie. Donc c'est vrai que je comprenais pas. On a passé 17 ans ensemble. On était tellement en lien, je comprenais pas que d'un coup, parce que j'étais enceinte, lui, il était en train de s'éteindre. Donc ce jour-là, quand on a eu ce rendez-vous, au HUG, ça a été très clarifiant parce que lui comme moi, on a compris que c'était pas le bébé, qui était le problème, c'était vraiment autre chose qui était en train de se jouer au niveau de sa psyché. Mais voilà, d'un coup, il fallait organiser une thérapie en urgence, on cherchait aussi un ethnopsychiatre, donc c'était pas facile. C'était pas facile de régler, des questions aussi lourdes et existentielles en l'espace de si peu de temps, parce qu'on avait la pression du temps. En fait, ma Ben grossesse, oui. elle devenait de plus en plus visible, donc on pouvait pas, comment dire, cacher, et lui, plus ça se manifestait, plus ça ce ventre grandissait, plus ça devenait concret et plus ça le projetait, lui, dans ce qu'il avait à traverser. Donc voilà, ça a tout rendu très, très difficile jusqu'au jour, terrible, bah, du 1er juillet 2020. Date à laquelle, l'irréparable a été commis. Donc ce jour-là, en fait, mon compagnon est parti de la maison, et il n'est plus jamais rentré. Donc il a mis fin à ses jours, et moi je l'ai appris le lendemain matin par la police qui est venue, bah, sonner à la porte, et là, ça a vraiment été le début de la descente aux enfers pour ma part. Donc ils ont sonné, ils m'ont donné les clés et puis ils m'ont annoncé qu'il s'était passé quelque chose. Alors moi, j'ai tout de suite pensé à un accident. Pour moi, il était à l'hôpital dans le coma, enfin voilà, c'était impossible qu'il soit parti, en fait, vraiment. Donc voilà, ils m'ont dit qu'il y avait que non, c'était pas un accident dans le sens de qu'on pouvait aller le trouver quelque part, et puis là, bah, voilà, j'ai dû m'asseoir, j'ai téléphoné à des personnes pour que enfin des amis, que des personnes viennent à la maison pour que je sois pas seule à entendre ce que je commençais déjà à comprendre. Hem Et puis quand, ils m'ont annoncé que c'était un suicide, là, ça a été vraiment, c'était vertigineux.
Donc pour moi, c'était pas possible que ça soit mon histoire, que ça soit notre histoire, que ça soit ma réalité. Voilà, c'était impossible que ça soit vrai. Donc c'était un tremblement de terre, là j'ai tout de suite été accompagnée par, de la famille. Je suis partie vivre chez mes grands-parents qui habitaient pas très, très loin de chez moi. Heu, Puis j'ai été quand même très, très encadrée. Je me rappelle la première fois que j'ai vu sa tombe, peu avant son enterrement, voilà, il avait été, mis en terre et puis là, en fait, c'était pas possible. Enfin, je suis tombée par terre et je me suis mise à creuser, en fait. Je me suis mise à creuser la terre pour le sortir de là, en fait. Parce que pour moi, c'était pas possible qu'il soit là-dedans. Qu'il soit enterré dans un cercueil, c'était pas possible. Donc c'est vraiment une douleur et une souffrance, insupportable, vraiment. Et puis pour Il n'y a moi, pas de mots. c'était oui, Il n'y a pardon. pas de mots. Il n'y a pas de Oui, mots voilà, il y a pour pas de mots, décrire en c'est fait. vraiment, ouais, on est explosé de l'intérieur, en fait. C'est vraiment, ouais, la vie, elle est vraiment c'est horrible, en fait. On est là, mais en fait, pour moi, c'était soit on vivait ensemble sur cette terre, soit on était morts ensemble. Donc on pouvait pas être séparés. Donc là, j'ai commencé à me sentir complètement, physiquement, hein, j'étais complètement coupée en 2. C'est-à-dire que j'avais le haut de mon corps, enfin, à partir du sternum, c'était complètement mort. Il y avait comme un trou là au niveau du cœur. Puis en dessous, il y avait la vie en fait qui était là, qui grandissait. Parce que le bébé, il bouge, il donne des coups. Donc en fait, le corps bouge malgré lui. On Ben ouais, ben ouais, ouais, ouais. comprend, enfin. Et là, on se dit, mais en fait, j'étais dissociée, quoi. J'étais séparée en deux. Et puis, c'était très compliqué. Donc, j'ai plusieurs fois pensé à me suicider vraiment sérieusement. Parce que voilà, j'arrivais pas à me dire que je dois continuer dans cette vie telle qu'on me la présente. Donc, il a fallu mettre tout en place, une stratégie de survie et je pense que ce qui m'a sauvée vraiment, à cette époque-là, ça a été d'une part la présence sans faille de mes amis, de ma famille, où j'ai Ouais, vraiment eu comment dire? Un soutien, ouais, une sorte de village comme ça qui s'est formé autour de moi et de ce bébé qui était en train de grandir. Il y a eu mon accompagnement thérapeutique parce que j'ai été extrêmement bien suivie, accompagnée par, plusieurs personnes, mais vraiment des thérapeutes de qualité qui ont su, vraiment m'entourer très fortement. Il y a eu la médiumnité que je vais développer par la suite, mais qui est venue s'inviter aussi et puis ma fille. Ma fille, elle m'a sauvée parce qu'en fait, voilà, elle était dans mon ventre et la vie grandissait et je ne pouvais pas, en finir, en fait. Je ne pouvais pas. Voilà et il y a aussi, je pense, quelque chose en moi quand même après coup, je me dis qui était quand même là. Est-ce que c'est une forme d'espoir ultime? Est-ce que c'est la foi? Je ne sais pas. Mais il y avait, je pense aussi quand même quelque chose en moi, une petite voix, qui me disait que peut-être c'était possible de survivre à ça. Donc, humainement, c'est vrai qu'il y a une véritable chaîne de solidarité qui s'est formée autour de moi avant et après mon accouchement. Donc je suis restée très peu seule, il y avait très peu d'espace finalement pour mettre, en exécution mes plans, mes pensées, tout ce qui se passait dans ma tête. Donc ouais, je me souviens avoir aussi pensé: «OK, alors je peux pas mourir maintenant parce que j'ai un bébé dans mon ventre. OK, alors je vais donner naissance à mon bébé, puis ensuite je mourrai». Voilà. Donc j'essayais vraiment de me dire, «Tiens, mais il y aura une solution», mais en même temps, c'était terrible parce qu'en fait, je voyais pas l'avenir. Je voyais pas comment ma vie allait pouvoir, continuer, avec un bébé et mon compagnon, dans un cercueil, vraiment. Et puis après, je me disais aussi: «Mais si je meurs une fois que j'ai accouché, bah, mon bébé, il va rester tout seul. Il va vivre sans parents». Donc du coup, c'était insoluble, en fait, parce que je pouvais pas non plus envisager, qu'un enfant qui a déjà perdu un papa perde aussi sa maman, en fait, voilà. Donc voilà, c'était très, très compliqué, mais aussi parallèlement, c'est ça qui est assez incroyable, tout ce qu'on peut vivre en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait ce désespoir absolu, cette envie de partir, puis à la fois, il y avait quand même un amour qui était grandissant, et un lien avec mon bébé qui était en train de se construire, en fait. Et là, je tiens quand même à le dire que on peut vivre à la fois, de la joie et à la fois de la tristesse. C'est pas du ou, c'est du et. Parce que dans mon cas, j'étais quand même heureuse
à l'idée d'être maman. J'étais heureuse à l'idée de vivre une grossesse. Je me souviens de petits détails de ma grossesse très importants comme, le fait d'avoir voulu faire des photos, avec, une professionnelle de moi enceinte. C'était comme si je sentais que c'était quand même un miracle, en fait, qui était en train de se passer et j'avais envie de garder une trace concrète de ça, de moi enceinte. Parce que je savais pas, peut-être ça sera ma seule grossesse, probablement. Donc je voulais graver ça dans la roche. J'ai fait aussi un moule, de mon ventre, voilà, un moule en plâtre pour garder une trace, dans la dimension, réelle, de cette période de ma vie. Donc j'étais vraiment coupée en 2 entre le deuil et puis la joie, de voir mon bébé naître, en fait. Et puis Ouais, justement c'est très oui, intéressant ce que tu racontes. Et est-ce que le fait, parce que tu m'avais raconté, ça m'avait profondément touché, le fait de cette chaîne de solidarité qui s'est tissée autour de toi, parce que tu me disais pendant un an, mmh, jour et nuit, tu as eu du monde, enfin toi tu allais au travail où tu t'occupais, etc. Mais il y avait tout le temps quelqu'un avec toi. C'est quand même exceptionnel oui, d'avoir cette chaîne de oui. solidarité. Est-ce que tu penses que ça a eu finalement un impact sur ce lien avec ton bébé, avec ta fille, avec le fait d'avoir quelque chose de sécuritaire, parce que pour moi, il n'y a pas de guérison sans sécurité. Mmh, Et là, ce lien, enfin, c'est assez... absolument. Oui, merci Audrey de le souligner parce que c'est totalement juste. Ça a été une expérience humaine qui m'a tellement marquée. Ça m'a vraiment transcendée. Durant ma grossesse, même avant et encore après, j'ai été suivie par un psychologue et je me rappelle qu'une fois j'ai dit: «Mais je reçois tellement, humainement parlant, sur le plan humain, je reçois tellement d'amour, tellement de solidarité». Vraiment ces valeurs humaines qu'on voit quand il y a des ouais, des grandes catastrophes comme ça, des tremblements de terre, ces chaînes humaines. Là, j'étais l'objet de la catastrophe et j'ai vu, cet amour, cette solidarité humaine et je me souviens avoir dit à ce psychologue: un jour, moi, je ferai partie de la chaîne. Un jour, j'ai envie de rendre à l'humanité, ce que j'ai reçu. Parce que c'était énorme et j'étais capable de le voir. J'étais vraiment capable de voir que c'était ça aussi, c'était un miracle, vraiment. Et effectivement, je pense que c'est venu, heu, comme tu l'as dit, mettre de la sécurité là autour de cette maman, veuve de ce bébé. Il y a eu vraiment quelque chose d'extrêmement sécure. Et oui, oui, alors ça m'a vraiment aidée, durant ma grossesse et après aussi, après mon accouchement. Donc justement, je voulais revenir aussi du coup sur mon accouchement. Donc mon accouchement, il a été très long, il a duré plus d'une trentaine d'heures. Je pense que je pense qu'il y a une part de moi qui a retenu, au maximum, je veux dire l'arrivée, la naissance du bébé qui signifiait aussi le comment dire? La confrontation à cette vie de manière réelle, en fait. Parce que tant que le bébé était dans le ventre, ça restait, j'étais comme ouais, la grossesse, c'est comme une bulle. Je savais que du moment que je tiendrais le bébé dans les bras, d'un coup, la ma réalité de vie, elle serait concrète, je pourrais plus fuir. Donc j'avais peur, je pense aussi à l'idée d'accoucher. Mais ceci dit, j'ai accouché vraiment en pleine conscience, sans péridurale, sur une chaise Maya, donc c'est assez incroyable, c'est ces chaises où on est assise comme ça en position, très, physiologique avec, mes 2 sœurs d'âme, 2 amies vraiment qui ont été là avant, après et vraiment dans cette pleine puissance. Je pense que là, il y a quelque chose aussi de très animal où on est vraiment dans un état modifié de conscience durant l'accouchement. Donc ça a été long, mais ça a été aussi merveilleux. C'est vraiment le chemin vers la vie, la transition. En fait, la mort, c'est une transition, la naissance, c'est une transition. Donc voilà, ça a été aussi la naissance du nouveau moi, en fait, du moi maman. Donc c'est aussi un épisode très, très fort de toute cette, période de ma vie. J'ai été aussi très accompagnée par la médiumnité, donc j'y reviendrai plus tard, mais c'est vrai que, avant la naissance de mon enfant, j'ai été voir plusieurs médiums parce que j'avais vraiment besoin, d'être rassurée. Je pense que mon compagnon était toujours là.
Je savais que les médiums existaient, j'avais jamais eu l'expérience, personnelle, mais j'ai été, bluffée, en fait, par la qualité des informations, la pertinence des informations, aussi des éléments que j'ai pu faire confirmer par la suite. Donc pour moi qui étais très cartésienne et un peu sceptique, c'est vrai que la médiumnité, elle est venue donner tout un sens, en fait, à ma grossesse, et à ce que j'étais en train de vivre, à ma vie. Et puis notamment le jour de mon accouchement, Ben je me oui, souviens, tu j'étais peux au téléphone. développer. Pardon. Oui, tu peux développer cette partie-là parce Oui. elle est vraiment très chouette. Oui, c'est une anecdote que j'aimerais juste partager. Le jour de mon accouchement, j'étais au téléphone avec Bégonia, que tu as interviewée aussi, qui a été aussi ma formatrice en médiumnité. Ça, je développerai par la suite. Mais le jour de mon accouchement, j'étais au téléphone avec elle, avec les contractions. Puis elle m'a donné des éléments tellement précis, en me disant, voilà, ton compagnon, il est avec toi, maintenant, ici même. Il me montre, voilà, qu'il y a tel élément sur la porte, parce qu'en face de moi, il y avait une porte d'entrée. Et elle m'a donné un élément qui est une sorte d'image qui était collée sur la porte. Elle me l'a décrite d'une précision. Et en fait, c'est tous des éléments qui m'ont fait confirmer que il était là, avec moi. Donc j'avais la conviction et la certitude que mon compagnon était dans cette salle d'accouchement avec moi le jour où j'ai donné naissance à mon bébé. Et ça a été extrêmement précieux. Je la remercierai toujours d'avoir pu me donner ces informations parce que, ouais, ça m'a donné une force aussi. Ça m'a donné une force de me dire: «Je ne fais pas ça toute seule. Vraiment, je suis accompagnée». Voilà, donc une fois que ma fille est née, voilà, le retour à la maison, bah, là, il y a toute la réalité de ma situation qui a pris une autre dimension. Donc c'est là vraiment aussi, ouais, cette chaîne humaine, comme tu l'as dit, qui s'est formée et puis cette voilà, un peu plus d'une année, où effectivement, nuit après nuit, j'ai des amis, de la famille, des personnes qui se sont relayées pour que je ne sois jamais seule dans cet appartement pour dormir. Donc voilà, il y avait toujours quelqu'un dans le salon, dans le canapé-lit qui dormait et j'étais vraiment sécurisée que j'étais pas toute seule. Vraiment pour moi, là, la force du groupe, la communauté, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai pu expérimenter et je pense que déjà toutes les mamans, ça serait important qu'elles soient accompagnées vraiment au retour à la maison aussi d'un point de vue hormonal et cetera. Mais là encore plus avec ce que je vivais, j'avais l'impression d'être une plante entourée par des tuteurs en fait et que je pouvais pas tomber. En fait, si je basculais à gauche, on me remettait au centre. Si je basculais à droite, on me remettait au centre. Donc j'étais vraiment, ouais comme, sécurisée, encadrée en fait par toutes ces personnes et c'est vraiment merveilleux ce qui s'est Tu passé là. m'avais, tu m'avais partagé aussi que ben, la réalité quand même de maman solo était pas évidente. C'est ce que t'expliques hein, finalement ces tuteurs et que Mmh. qu'on t'avait aussi parlé de dépression postpartum. Oui, Tu étais allé voir un psychiatre ou je sais plus absolument. exactement. Est-ce que tu peux partager ça? Oui, alors donc j'avais un psychologue avant ce drame, mais j'ai été aussi suivie par une psychiatre et effectivement, hem, lors de ces rendez-vous, que j'avais de manière assez régulière avec la psychiatre, bah, elle me demandait comment ça allait, comment ça se passait avec le bébé et je me rappelle que, bah, voilà, elle prenait des notes évidemment de ce que je disais et un jour, elle a vraiment évoqué ce terme. Elle m'a dit que selon tout ce que je lui racontais, pour elle, j'étais en dépression postpartum. Donc là, j'ai eu comme un choc parce que pour moi, la dépression postpartum, c'est vraiment une dépression liée, à la naissance, au lien avec le bébé, en fait, à la difficulté peut-être d'être maman, de créer du lien avec le bébé et ça m'a complètement ébranlée. Je me suis dit: «Ah, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'effectivement, j'arrive pas à aimer mon enfant» et là, ça a vibré très, très fort chez moi. Ça m'a vraiment insécurisée pour le coup, et ça m'a fait douter. Ce qui m'a aidée à cette période, ça a été la sage-femme, en fait, parce que j'avais une sage-femme qui venait chaque semaine, enfin, pas même chaque semaine, au départ, elle venait, régulièrement, en fait, pour voir le bébé et puis, quand j'ai parlé de ça avec elle, alors elle m'a répondu qu'elle était pas médecin, qu'elle était pas psychiatre, donc évidemment, elle pouvait pas se prononcer sur, cet éventuel diagnostic. Par contre, elle disait que pour elle, de ce qu'elle observait, c'est que le lien avec le bébé, il était très fort
et elle voyait une maman heureuse quand elle me voyait m'occuper de mon bébé. J'avais des gestes qui étaient appropriés, j'avais un lien, l'allaitement, il se passait très bien. Donc elle m'a juste dit que voilà, de son point de vue, d'un point de vue humain aussi et d'un point de vue d'une sage-femme, il n'y avait pas de doute quant à l'amour que je portais au bébé et quant à la joie que j'avais d'être maman. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a redonné aussi confiance en moi. Et je me suis dit, effectivement, je suis pas en dépression postpartum, mais je suis en deuil. Voilà. Et c'est deux choses différentes. Donc après cela, quand j'avais les rendez-vous téléphoniques ou en direct avec la psychiatre, je commençais à faire très attention à ce que je disais parce que j'avais très peur en fait. J'avais peur qu'on me mette sous traitement, qu'éventuellement on m'enlève mon bébé, qu'on me déclare inapte à m'occuper de mon bébé. Enfin voilà, j'avais tout dépensé, hein. Peut-être que ça n'aurait jamais eu lieu, hein. Mais moi, c'était vraiment des grandes peurs et je voulais surtout pas qu'on mélange en fait ma relation avec le bébé avec ce que j'étais en train de vivre. J'avais tellement peur qu'en fait, elles me disent, voilà, que peut-être on allait devoir m'enlever mon bébé, que j'étais inapte à m'en occuper, peut-être aussi que j'allais devoir être mise sous traitement, sous antidépresseurs. Donc moi, j'avais vraiment très très peur de ça. Et puis du coup, je faisais très attention à ce que je disais. Je disais pas tout, je disais que ça allait mieux. Enfin, j'étais pas, j'étais pas à l'aise, j'étais pas transparente, j'étais plus sincère en fait. Et ça, je trouve quand même dommage parce que l'idée de la psychothérapie, c'était quand même de pouvoir m'aider. Et là, je me sentais plus en sécurité. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là et voilà. Mais par la suite, en fait, bon, oui, en Suisse, voilà, on t'a proposé du coup une autre thérapie. absolument. Hein. Donc fin 2021, j'ai eu la possibilité de poursuivre, enfin de poursuivre ma psychothérapie et j'ai trouvé en fait deux psychothérapeutes qui m'ont permis d'effectuer une PAP, donc une psychothérapie assistée par psychédélique. Donc là, ça a complètement changé ma vie. Ma première prise de psychédélique, elle a eu lieu en février 2022 avec de la MDMA, aussi appelée la médecine du cœur. Donc, ce que j'ai appris, c'est que lorsque la MDMA, elle est prise dans un contexte festif, elle entraîne une montée d'empathie envers les autres. Par contre, lorsque cette même molécule, elle est prise dans un cas thérapeutique, elle provoque une montée d'empathie envers soi. Donc, ce premier voyage avec cette médecine, cette expérience, ça m'a permis de comprendre que, en fait, ma souffrance si profonde, elle ne remontait pas au décès de mon compagnon, qui, certes, l'avait vraiment exacerbé, mais qu'elle remontait à bien plus tôt dans mon enfance et même précisément au jour de ma naissance. Donc, en fait, mon compagnon, il me donnait l'amour que j'étais incapable de me donner. Donc son départ, ça signifiait, la fin, pour moi aussi, car en fait, il me manquait ma propre capacité à me donner, de l'amour. Donc la force de la PAP, de la psychothérapie assistée par psychédélique, ça a été pour ma part de mettre de la lumière sur des zones et des périodes de ma vie qui étaient complètement occultées, verrouillées, du champ de ma conscience. Donc c'était presque impossible, de les atteindre, en thérapie classique. Car même avec le fantastique outil que représente, l'EMDR, parce que j'ai pu bénéficier, par mon psychologue de l'EMDR, on part toujours d'un point de départ qui peut être une situation, un souvenir, une émotion, un sentiment, mais qui du coup est quand même dans le champ de la conscience. Donc nous, on partait toujours sur l'événement traumatisant. Or, la médecine, ça m'a permis d'ouvrir, d'élargir le champ de la conscience et de faire remonter à la surface ce qui n'était pas accessible. Donc, Hmm. après cette première expérience, j'ai pu commencer un long travail de réparation de mon amour-propre. Donc ça, c'était complètement nouveau parce que j'avais pas conscience que j'étais, pas capable de m'aimer, en fait. C'est tout bête, hein, mais je me rendais même pas compte. Donc ça a été la première expérience. Puis après, en fait, on m'a proposé d'intégrer un groupe fermé, exclusivement avec des femmes pour poursuivre ma thérapie, donc la PAP. Donc j'ai pu bénéficier donc de 5 autres voyages avec des médecines, sur plus de 2 ans.
Donc, la force de cette thérapie pour moi, c'est qu'elle a véritablement accéléré mon processus de guérison interne. Donc en quelques heures, j'ai avancé l'équivalent de plusieurs années, et je tiens quand même à préciser que en étant maman seule et entièrement responsable d'un tout petit être, et sachant à quel point les années de la petite enfance sont précieuses, voire cruciales pour la vie tout entière d'un être humain, ce n'est pas une personne qui a été sauvée, mais bien 2. Donc c'est 2 personnes qui ont pu bénéficier de la puissance et de la justesse de ces médecines. Donc l'expérience, elle a été aussi salutaire que fantastique parce que pour moi, lorsqu'on guérit un individu, on guérit le collectif. Et là, on guérit, aussi, une petite fille, probablement des traumatismes aussi transgénérationnels hérités. Donc voilà, c'est énorme ce qui a pu être, effectué, et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de témoigner et de partager cette expérience. Hmm. Et Hem, on sent aussi hein, tout le parcours, hein, parce que finalement, ça fait à peine 4 ans, enfin je dis à peine, hein, oui, mais on sent l'intégration du parcours, on sent que tu as cheminé avec tout ça, oui. et que voilà, la souffrance en tout cas, elle s'est apaisée vraiment, et ouais, c'est aussi ça la force de ton témoignage. Hein, Oui. Absolument et puis, au sein du groupe aussi que j'ai pu intégrer, c'est vrai que c'était incroyable parce que nos chemins de vie à toutes a priori, ils avaient rien en commun, mais au travers de nos échanges, le miroir sur les partages et puis aussi que ça soit avant, pendant ou après les expériences, en fait, ça a vraiment donné une autre dimension, à tout le travail d'intégration. Ça a vraiment permis de rendre ce processus de guérison encore plus puissant et encore plus clair, en fait. Parce que c'est vrai que ce qui est important de dire, je pense aussi, c'est que l'expérience psychédélique, elle permet vraiment, voilà, d'élargir la conscience et de mettre en lumière, des événements de vie, une compréhension beaucoup plus large. Mais par contre, après, il y a tout le travail d'intégration, parce que ces voyages, ils se digèrent, en fait, ensuite. Donc, le cadre et le suivi thérapeutique, pour moi, ils sont vraiment indispensables. En amont, c'est déjà le fait de poser une intention claire, c'est-à-dire pourquoi on fait cette expérience? Pourquoi on va faire ce voyage? Quel est l'objectif à atteindre qui ensuite va pouvoir se transformer en fait en aval, en un point de référence, en un repère temporel. Donc tout le travail qui suit, c'est celui de l'intégration. Celui-ci, il peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans mon cas. Donc, en fait, c'est comment les informations obtenues, les prises de conscience, les compréhensions, elles vont se traduire dans le quotidien, dans la matière, dans le réel, dans la vie de tous les jours. Donc, là, moi, dans mon cas, c'est dans la vie d'une maman qui élève seule son enfant, tout en ayant une vie active, un travail à reprendre, un foyer à assumer. Parce que c'est vrai que, après cette année-là où j'ai eu, nuit, après nuit, des personnes qui se sont relayées, bah, quand même petit à petit le groupe il s'est enfin les Oui, chacun c'est reprend normal. aussi sa vie Mm, et c'est normal. mm. À un certain niveau, on est quand même seul. Donc, l'importance de pouvoir être autonome, de pouvoir être relativement bien dans sa tête, elle était primordiale, en fait. Dans le quotidien, ça va être, dans les tâches de tous les jours. Un enfant, un petit enfant en bas âge, c'est un être qui dont les émotions sont en pleine construction. Donc, un jour, voilà, ça peut exploser pour une toute petite chose. Si on n'a pas l'espace mental, si on n'a pas la patience, si on n'est pas bien dans sa tête, on peut vite «péter les plombs» entre guillemets en même temps que l'enfant. Je veux dire, on pète déjà les plombs quand tout va bien, juste parce que voilà, c'est dur avec le manque de sommeil et cetera. Mais quand en plus on a nos traumatismes qui sont là, on a un manque de sens vraiment global dans la vie, ça prend une autre dimension quand on est seul. Donc là, en Oui, fait, je, il y je- avait une urgence quand même à oui, pouvoir, aller mieux. je me souviens que tu m'avais partagé que tu avais le sentiment d'être une mauvaise maman en fait, Oui, et que c'est vraiment ça qui a changé en fait. Et effectivement, cet espace mental en fait, hein, s'il y a toute la souffrance qui prend l'espace, forcément, il peut générer du coup des pensées je suis une mauvaise mère, alors que absolument. non en fait. Hein, ouais. Oui.
Mm. Oui, alors ça, c'était très, enfin, et ça, c'est quelque chose que je travaille encore, hein, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la peur, presque viscérale d'être une mauvaise maman, de pas être assez présente pour mon enfant, donc en fait, tout de suite, dès que ça allait pas bien, j'avais une culpabilité maladive, en fait, vraiment, en me disant, voilà, je fais pas les choses bien, je m'en occupe pas bien, enfin, et ça m'empêche de dormir, je me sens vraiment, donc c'est vrai que tout ce travail aussi avec les médecines, c'est venu en fait aussi réparer, des parties de moi qui en au-delà du deuil, hein, il y a aussi vraiment, quelque chose de mon enfance de très fort qui font qu'il y a cette insécurité, cette peur de mal faire, très, très forte, viscérale presque. Donc c'est vrai que là, les médecines, de nouveau, elles accélèrent ce processus de guérison, et les prises de conscience, elles sont multiples. Je vais donner quelques exemples de ce que j'ai pu, réaliser au travers de ces voyages. Alors un voyage, par exemple, ça m'a permis, de me reconnecter à la nature et au vivant. Donc en fait, ça peut paraître, un peu hors sujet comme ça, mais pas du tout. En fait, à travers, ce que j'ai pu expérimenter, je me suis rendu compte que la vie, elle était partout. Qu'un grain de sable, une montagne, un arbre, que tout ça, ça avait une conscience. Donc d'un seul coup, on se sent relié au vivant. On se sent relié évidemment aux êtres humains qui nous entourent, mais pas que, ça va bien au-delà de ça. Tout devient vie, tout devient conscience et en fait, on est beaucoup plus, comment dire? Oui, on se sent moins seul parce qu'on se sent rattaché à un grand tout. Donc déjà ça, c'est vrai que ça a été, une expérience incroyable de prendre conscience que la vie, elle est partout. Une petite anecdote, mais suite à ça, j'ai inscrit ma fille dans une crèche en forêt. Ça existe à Genève. Donc c'est une crèche pour les tout petits à partir de 2 ans et demi, où on est en contact avec la nature. D'un coup, ça m'a paru tellement important que ma fille, elle puisse se rendre compte que, le vivant, il est là, il est tout près de nous et que d'y avoir accès. Un autre voyage, ça m'a permis de réaliser que je n'accordais pas assez d'espace à mon corps physique, que j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête, dans mon mental, et j'avais peu de place pour mon corps spirituel, donc mes expériences ma pratique spirituelle, on va dire, et mon corps physique. Donc voilà, je me suis mise à la danse. Un autre voyage, ça m'a permis, de mettre aussi en lumière mon incapacité à vivre pleinement mes émotions, pour ce qu'elles sont, donc des émotions. Donc j'ai compris qu'une émotion, c'était vraiment comme un nuage dans le ciel. Comme il y a la pluie, après il y a le soleil. Donc j'avais le droit de vivre pleinement une émotion quand elle se présente, que ça soit de la tristesse, que ça soit, de la colère, mais que c'est pas parce que je la vis pleinement qu'elle me définit, en fait. J'ai compris à travers un voyage qu'une émotion, ça passe. Ça passe, mais que quand c'est là, c'est à vivre pleinement. Donc c'est difficile d'exprimer ça avec des mots pour que ce soit vraiment compris par les auditeurs, mais vraiment dans mon voyage, c'était clair que c'était qu'une émotion, ni plus ni moins. Hmm. C'est Voilà. une information qui passe par le corps, qui est plus ou moins agréable en fonction de ce que c'est. C'est plus Oui, sympathique de vivre de la joie que de la tristesse ou de la colère ou de la peur, hein, effectivement, pour les plus importantes, effectivement. Mais oui, voilà, une angoisse voilà, qui passe, c'est une angoisse qui passe, quoi. exactement. Et Et puis ça m'a rendue autonome dans ma propre gestion de mes émotions quand j'avais ces montées d'angoisse où vraiment ça remontait. Je respirais, puis je me rappelais en fait ce que j'avais expérimenté durant le voyage, où j'avais vraiment pu voir: «Oui, là, tu es mal, mais rappelle-toi». Il y a un circuit, il y a une connexion neuronale qui s'est créée, puis qui me rappelle que: «Rappelle-toi, c'est passager, en fait». Vraiment, c'est dur, c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre quand on est insécure, quand on est angoissé, mais c'est passager. Donc je peux m'autoriser à le vivre parce qu'il y a une confiance, il y a quelque chose de plus grand qui sait que ça ne me définit pas, en fait. Ça finira par passer. Dans un jour, 2 jours, une semaine, je sais pas, mais ça finira par passer. Ce qui avant était impossible et ce qui m'obligeait à téléphoner, voilà, au psychologue en disant: «Voilà, là, je vis une angoisse, j'ai tellement peur de ça, j'ose pas la vivre parce que ça me fait trop peur». c'est énorme, hein. Oui, C'est énorme d'avoir l'autonomie, voilà, et de plus avoir besoin de reprendre finalement son pouvoir, je vais dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà, absolument, et ouais. Mm. exactement.
Ensuite aussi, un voyage m'a permis de réaliser que la vie de ma fille, ce n'était pas la mienne, en fait. Et là, ça aussi, ça a été extrêmement important parce qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de projections et en fait, on m'a vraiment montré que elle et moi, on était 2 êtres différents et que du coup, on avait 2 destinées différentes, 2 vies différentes. Ça peut paraître de nouveau très simple quand je le dis, mais en fait, quand on en prend conscience, quand on le vit de l'intérieur, ça prend une autre dimension. Et d'un coup, ça soulage parce que là, ça m'a libérée aussi de ces culpabilités que j'avais qui étaient en fait des culpabilités, un conflit entre moi et moi-même qui se jouait et qui du coup, évidemment, découlait, déteignait sur ma fille. Mais à la base, c'était vraiment entre moi et moi-même. Donc le fait d'en prendre conscience, Tu peux préciser un petit peu, tu arrives à préciser un petit oui, peu ce en fait, conflit entre toi et toi? oui, en fait, moi, en tant qu'enfant, j'ai été à certains moments de mon enfance véritablement abandonnée. En fait, j'ai vécu des scènes d'abandon, des choses très douloureuses. Et maintenant, en tant que maman, quand parfois, voilà, je dois confier ma fille, ou quand je peux pas être avec elle, ou quand, en fait, ça générait une culpabilité maladive. C'est-à-dire, la saine culpabilité, c'est de se dire, OK, j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est OK, je m'excuse, voilà. La culpabilité maladive, c'est vraiment qu'on peut plus se regarder dans le miroir, qu'on se dit que vraiment, cet enfant, on mérite, on n'a même pas le droit d'être parent, en fait. Donc, ça va très, très, très loin. Et ça, je le pensais, en fait. Parfois, je me disais, je suis maman, mais en fait, j'ai pas le droit, parce que je suis vraiment une mauvaise personne. Et puis, la médecine m'a dit non, t'es pas une mauvaise personne, déjà, t'es maladroite. Et ça, déjà, rien que la différence entre être quelqu'un de mauvais ou être quelqu'un de maladroit, elle est subtile, mais elle est énorme. Et puis aussi, ce que toi, tu as vécu enfant, donc ce qui découle de tes blessures, de tes peurs, de tes traumatismes, c'est ton histoire. Et c'est ça qu'on vient réparer dans le voyage. Mais ta fille, elle va bien. Et toi, t'es une bonne maman avec ta fille. Donc, en fait, de séparer, de dissocier les expériences, ça permet de se dire, OK, alors ça, c'est son histoire, ça, c'est la mienne. Maintenant, je vais m'occuper de réparer ce qu'il y a à réparer chez moi, mais je vais pas faire une projection sur ma fille. En aucun cas, je l'abandonne. Elle va bien. Elle est toujours avec des personnes qui s'en occupent bien. La médecine aussi me permet de le voir. Et donc, il n'y a pas lieu de faire une superposition des expériences. Hmm. Et le fait de le Ouais, comprendre ça de aussi c'est hyper l'intérieur, important. c'est super important parce que d'un coup, on le comprend. Donc, d'un coup, on est beaucoup plus serein. Et vraiment, le rapport avec l'enfant, il change. Parce que les enfants, je pense qu'ils captent vraiment, ils captent des informations de l'invisible. Donc je pense que si on est dans cette pensée-là, même si elle est erronée, c'est quand même une pensée qu'on a et qu'on transmet. Hmm, ça passe quand même. Mmh. Donc ça crée le doute, ça crée la confusion avec l'enfant. Alors que quand on est au clair, l'enfant, il ressent la clarté. Et du coup, il y a plus, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Je dis pas qu'il y a plus de conflit, il y a plus de, mais c'est fluide on est au clair, qu'on n'est pas une mauvaise personne. Voilà, et ça change tout. Ouais. En tout cas, bah merci hein, de toutes ces précisions qui montrent l'impact en fait de la prise de conscience en fait hein, et de cet Exactement. accompagnement qui a duré. Voilà, et c'est toute la différence et l'importance finalement bah, de la thérapie. Oui, C'est pas un voyage, en fait c'est un accompagnement et en plus toi tu as bénéficié d'un accompagnement en groupe oui. qui a certainement potentialisé, en tout cas qui est différent. À mon avis, hein, à mon humble avis, la médecine en elle seule ne suffit pas. C'est vraiment tout le setting, tout le travail psychothérapeutique, pardon, qui va vraiment faire la différence. C'est un travail qui est long, qui est parfois douloureux et éprouvant, mais ça en vaut entièrement la chandelle. Pour ma part, il y a vraiment une vie avant, il y a une vie après la prise de psychédéliques. Mais seule la médecine ne suffit pas. Voilà, il y a l'intégration qui est Bien sûr, vraiment bien importante. sûr, bien sûr. Mmh.
Ouais, bah, et tu le décris vraiment bien, hein, je te remercie, parce qu'effectivement, c'est pas un nouveau médicament comme ça qui viendrait Non. voilà, dans la prise en charge en fait, des traumatismes, hein. Il y a Mhm. effectivement tout le travail bah, psychothérapeutique, du coup, qui est fait autour de ça, et c'est vraiment important de le souligner, et je te remercie, oui, oui. Mhm. C'est toute voilà, la justesse de ton témoignage. Est-ce que tu as envie voilà, de conclure, d'ajouter quelque chose Alors écoute, bah, je conclurai en disant que, il existe quand même de merveilleux outils, hein, au-delà des psychédéliques qui, voilà, peut-être en France sont pas, autorisés et cetera, mais en tout cas, de se laisser la porte ouverte qu'il existe. Il y a la respiration holotropique, il y a l'hypnose, il y a le MDR. Évidemment, les médecines, elles ont une dimension incroyable parce que, voilà, c'est cet élargissement de la conscience. Mais j'aimerais juste, partager aux auditeurs que de se laisser l'opportunité de guérir. Parce qu'il existe énormément d'outils, on peut être super bien accompagné et tout seul aussi, c'est extrêmement compliqué. Vraiment de demander de l'aide, d'accepter d'être aidé, d'essayer, si quelque chose ne nous convient pas, d'essayer autre chose. Mais vraiment, quand on va mieux, il y a vraiment un effet, papillon comme ça, on envoie une onde dans l'univers, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne autour de nous qui est tellement puissant et c'est pour ça que j'invite, le plus grand nombre à demander de l'aide et puis si les médecines pouvaient être, plus facilement, heu, prescrites dans des pour des cas parce que même en Suisse, elles sont autorisées, mais c'est quand même dans des cas très précis. Tout le monde ne peut pas y avoir accès et ça, je trouve quand même, dommage parce que je pense que parmi les multiples outils qui existent, elles aident vraiment. Donc voilà, si ce témoignage, il peut aller encourager dans ce sens-là, alors moi j'en serais ravie. Hmm. En tout cas, je te remercie profondément. Et c'est vrai que ce qui est aussi important dans ton témoignage, c'est finalement cette dimension d'ouverture de conscience transpersonnelle, spirituelle, qui a un impact profond dans ton processus de guérison, hein, bah, simplement la vie qui... C'est pour ça que je te présentais comme ça, mais la vie qui renaît en fait, hein, Oui, et chez toi. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je te remercie de ta confiance aussi parce que de nous partager tout ça, c'est vraiment, voilà. En tout cas, je pense que c'est vraiment un cadeau pour le nous, voilà, oui, quelque merci. chose que tu offres et que tu disais tout à l'heure, bah, si je peux, voilà, participer à quelque chose au niveau collectif, bah, je pense que tu le fais là dans ce témoignage-là et je te remercie vraiment beaucoup. Merci Audrey. Merci infiniment.